Imagine découvrir que ton mari est amoureux d'une autre femme le jour même où vous deviez célébrer votre mariage. Ce que je vais te raconter aujourd'hui va te glacer le sang. Une histoire qui a changé ma vie pour toujours en quelques heures. Une trahison qui a détruit tout ce que j'avais construit pendant des années. Mais avant de commencer, laisse-moi en commentaire de quelle ville tu me regardes et profites-en pour t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Crois-moi, tu vas devoir te préparer à ce qui va suivre, car cette histoire va t'impacter autant qu'elle m'a impacté en la vivant. Dieu m'a demandé, « Ton mariage est-il déjà terminé ?» Et je lui ai répondu, « Oui, Dieu, mon mariage est terminé. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, je dois te ramener à mon enfance. C'est précisément là que tout a commencé à se fracturer. Mon enfance est un territoire flou, rempli de blancs que mon esprit a décidé d'effacer. Je travaille beaucoup en thérapie pour essayer de reconstituer ces morceaux perdus, car je viens d'une famille complètement dysfonctionnelle. Ma mère avait à peine 19 ans quand je suis née et mon père 23. Deux adolescents jouant aux adultes pendant que je grandissais sous la garde de mes grands-parents maternels. J'ai toujours vu mes parents comme deux grands enfants qui ne savaient pas quoi faire de moi. Leur relation était un champ de bataille constant. Mon père était explosif, agressif, criant toujours sur ma mère. Elle vivait terrorisée, prisonnière d'un amour toxique dont elle ne savait pas comment s'échapper. Il lui a fallu des années pour trouver la force de le quitter. Nous vivions sur le même terrain, mes grands-parents et moi dans la maison principale, mes parents dans une petite construction au fond du jardin. Ceux qui m'ont vraiment élevée étaient mes grands-parents maternels. Ils étaient mes vrais parents, jusqu'au jour où ma mère a décidé de se séparer et de changer nos vies pour toujours. Quand ma mère a finalement réussi à se libérer de mon père, elle m'a arraché des bras de mes grands-parents pour m'emmener vivre avec sa famille. C'était comme si on me transplantait sur une planète étrange où je ne m'intégrais absolument pas. La famille de ma mère était complètement différente. Tous blancs, blonds, aux yeux clairs. Moi, avec mes traits métis hérités de mon père, je me sentais comme une étrangère parmi eux. Ce n'était pas seulement la différence physique, c'était tout. Leurs coutumes, leur façon de parler, leurs valeurs. Je n'ai jamais réussi à me sentir accueillie. Je n'ai jamais trouvé ma place dans ce noyau familial qui me voyait comme l'intruse, celle qui était venue briser leur harmonie parfaite. La nostalgie de mes grands-parents me rongeait les entrailles. Eux aussi souffraient de mon absence. Après m'avoir emmené à l'école tous les jours, après avoir été présent à chaque moment important de ma vie, le destin, cruel comme toujours, a décidé de me les arracher pour toujours. D'abord, mon grand-père est mort d'une crise cardiaque foudroyante. Et exactement 1 an plus tard, ma grand-mère est partie d'un cancer, comme si elle n'avait pas pu vivre sans lui. Là, je me suis sentie complètement perdue dans le monde. Sans identification avec la famille de ma mère, sans mes grands-parents qui avaient été mes piliers, et avec un père qui, après le divorce, a décidé de vivre la jeunesse qu'il n'avait jamais eue. Il s'était marié avec ma mère quand elle avait 15 ans, et lui 18. Ils étaient restés ensemble jusqu'à ses 28 ans. Maintenant, il voulait rattraper tout ce temps perdu. Mon père s'est transformé en un adolescent attardé. Fête, femme, irresponsabilité. Je suis restée flottant dans les limbes, sans appartenir à aucun endroit, sans sentir que j'avais une vraie famille. C'est alors que j'ai trouvé refuge dans la spiritualité. J'ai étudié toute ma vie dans une école catholique qui est devenue mon guide moral. Ma grand-mère maternelle avait aussi été très religieuse. Et dans le christianisme, j'ai trouvé ce vide que ma famille ne pouvait pas combler. C'était la seule chose qui me donnait un sentiment d'appartenance. Mais dans mon cœur battait toujours un désir profond, avoir ma propre famille. Je ne voulais pas être fille, je voulais être mère. Je ne voulais plus être celle qui ne s'intégrait pas. Je voulais être le centre, la matriarche de mon propre foyer. Je voulais créer ce que je n'avais jamais eu. Je crois que c'est là que le problème a commencé. J'ai idéalisé une famille parfaite qui n'existe probablement pas. Je suis tellement devenue obsédée par cette famille que j'étais prête à payer n'importe quel prix pour l'obtenir. Je me suis mise dans des situations dangereuses juste pour atteindre ce rêve. Je disais toujours à mes amis que mon rêve n'était pas d'avoir un petit ami ou un mari. Mon rêve était de me marier avec une robe blanche, une fête
Un gâteau, des photos, tout le spectacle. La personne ne m'importait pas tant, c'était la cérémonie qui comptait, le symbole, le fantasme de la famille parfaite. C'était un rêve d'enfant que j'ai traîné jusqu'à l'âge adulte, et cela aurait des conséquences dévastatrices. Car quand on idéalise quelque chose à ce point, quand on en a tellement besoin, on perd la capacité de voir la réalité. On s'accroche à n'importe quelle opportunité, même si ce n'est pas la bonne. Mon blocage de mémoire est centré sur l'enfance, mais je me souviens parfaitement de mon adolescence. J'ai étudié dans la même école toute ma vie, j'ai eu le même groupe d'amis depuis l'âge de 6 ans. J'étais normale à bien des égards, un peu réservée au début, mais après je me suis lâchée. Mes amis me poussaient toujours à embrasser des garçons, et je disais non, que je ne voulais pas, jusqu'à ce que j'y prenne goût, bien sûr. C'était une adolescence typique. On sortait, on s'amusait, on a subi du harcèlement, on en a fait aussi. Tout était normal, mais toujours avec cette ombre familiale au-dessus. Mes parents ne se sont jamais adressé la parole jusqu'à aujourd'hui. Ils ne se supportent pas. Ils ne peuvent pas être au même endroit. Cela a créé une guerre constante entre les deux familles, avec moi au milieu. Il y avait toujours des reproches. Tu fais plus attention à ta tante qu'à ta cousine. Tu passes plus de temps avec la famille de ton père qu'avec nous. Je vivais dans un deuil permanent, essayant de plaire à tout le monde et ne réussissant jamais à satisfaire personne. Je me sentais toujours coupable, toujours divisée. Je voulais plaire à tout le monde et je finissais par décevoir tout le monde. L'amour, je crois, vient du sentiment d'appartenance, de l'identification. J'ai perdu ces choses quand mes grands-parents sont morts, car ils avaient été mes vrais parents. Je ne blâme ni ma mère ni mon père. Ils étaient trop jeunes pour avoir cette conscience, mais la vérité est que je ne me suis jamais sentie vraiment aimée par les gens qui m'entouraient. Je n'étais pas une jeune femme amère, bien au contraire. J'étais drôle, sociable, je n'avais aucun problème à me lier. Mais aimée, vraiment aimée par ceux qui devraient m'aimer inconditionnellement, je ne l'ai jamais ressenti. Ce n'est que lorsque je cherchais ma spiritualité que je trouvais cette sensation. Mon premier petit ami sérieux est apparu quand j'avais 22 ans. Il était plus âgé que moi, environ 12 ans de plus, et j'étais désespérée de vivre mon fantasme de me marier. Tu vois le schéma? Si jeune, je cherchais déjà cette figure paternelle que je n'avais jamais eue, cette protection masculine qui me ferait me sentir en sécurité. Il m'a demandé en mariage, mais nous avions d'énormes incompatibilités de personnalité. En y repensant, je me rends compte que je ne cherchais pas l'amour romantique, mais l'amour paternel. J'avais désespérément besoin de me sentir aimée par une figure masculine plus âgée qui comblerait ce vide que mon père avait laissé. Cette relation a pris fin parce qu'elle ne fonctionnait pas, tout simplement. Ensuite, j'ai commencé à sortir avec un garçon de mon cercle universitaire. Lui était plus compatible avec moi, nous avions beaucoup de choses en commun, mais il avait aussi des différences que je n'ai pas su gérer. Cette relation a duré 2 ans et a également pris fin. Après ça, je suis restée célibataire pendant 4 ans. 4 longues années où j'en ai eu marre de la vie de célibataire, de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, des rendez-vous sans but. J'avais déjà 28 ans et mon horloge biologique et émotionnelle sonnait comme une alarme désespérée. C'est en 2018, juste avant la pandémie, que j'ai renoué avec celui qui allait devenir mon ex-mari. Je le connaissais depuis 2013, d'une époque où un ami commun nous avait présenté dans un bar à Paris. Nous avons eu une brève idylle de 2 mois. Nous sortions ensemble, allions en boîte de nuit, mais quand je suis partie en voyage pendant 1 mois, à mon retour, tout était déjà terminé. À cette époque, il me paraissait déjà différent de moi. Il était très bruyant, très vantard, une personne qui attirait beaucoup l'attention partout où il allait. Il buvait trop, flirtait avec tout le monde. Je suis aussi sociable quand je sors, mais lui était excessif. Quelque chose ne collait pas. Alors quand je suis partie en voyage, je lui ai dit qu'il valait mieux que chacun suive son chemin. Pendant 5 ans, nous ne nous sommes pas vus. Il était toujours en couple, enchaînant les relations les unes après les autres. Jusqu'à ce qu'en 2018, nous nous remettions à nous suivre sur Instagram. Je ne me souviens plus exactement comment ça a commencé, s'il m'a demandé de le suivre ou moi à lui, mais nous avons recommencé à parler.
Il m'a raconté qu'il venait de rentrer d'un voyage et qu'il avait mis fin à une relation parce qu'il avait trouvé sa petite amie en train de parler avec un autre homme au téléphone. Il a mis fin à cette relation et m'a dit qu'il était célibataire. Sur son Instagram, il n'y avait pas de photo avec qui que ce soit, alors je l'ai cru. Nous avons commencé à flirter et je suis tombée complètement amoureuse. Il était incroyablement attentionné, présent tout le temps. Nous nous parlions pratiquement toute la journée. À cette époque, j'ai loué un appartement pour vivre seule pour la première fois de ma vie et nous échangions toujours des messages. Nous avons commencé à nous voir sporadiquement, puis c'est devenu plus sérieux. J'avais déjà déménagé et il a commencé à venir chez moi tous les jours. Au début, j'étais ravie, mais après, sa présence constante a commencé à me gêner. Il utilisait ma voiture parce qu'il n'en avait pas. Il vivait chez ses parents. Il avait pratiquement emménagé chez moi sans ma permission. Un jour, je lui ai dit « Écoute, ma maison n'est pas une colonie de vacances. Si tu veux, nous pouvons vivre ensemble officiellement. Nous partagerons les frais de l'appartement. » Nous étions aussi en pleine pandémie. C'était difficile de se voir. Et il avait des problèmes avec sa famille, avec son père. Alors il a accepté et a officiellement emménagé dans mon appartement. Au début, c'était merveilleux. Lune de miel éternelle, romance tous les jours, jusqu'à ce que le premier incident se produise. Une amie à moi avait traversé une rupture difficile. Elle avait annulé son mariage et avait des choses achetées pour la célébration qu'elle a décidé d'utiliser pour son anniversaire. Gâteaux, bonbons, décorations. Comme j'étais la première du groupe à vivre seule, elle m'a demandé de faire la fête chez moi. Je vivais dans un studio de 40 mètres carrés, mais je lui ai dit oui. Ce jour-là, il a commencé à s'énerver parce qu'elle allait gonfler des ballons, faire du désordre, ceci et cela. Il n'avait jamais rien dit auparavant sur l'administration de l'appartement, mais ce jour-là, il a explosé. Il est allé jusqu'à se disputer avec mon ami, il l'a fait pleurer. Je lui ai dit, elle va gonfler les ballons qu'elle veut gonfler, quel est le problème? On nettoiera après. Mais ce fut le premier moment où il a voulu exercer sa domination, son contrôle de la propriété, avec un mois de relation, car nous avons emménagé ensemble 1 mois après avoir commencé à sortir ensemble. J'ai déménagé en juin, il a déménagé en juillet. 1 mois plus tard, il montrait déjà son vrai visage. Sa mère était revenue de là où elle était début 2019, et la famille a commencé à penser que l'appartement était trop petit, qu'il n'était pas compatible avec la situation de leur fils. Ils ont décidé de lui chercher un appartement plus grand. Ils en ont trouvé un qu'ils ont jugé approprié. Sa mère l'a acheté et nous avons déménagé dans ce nouvel appartement. C'est là que ma lune de miel a pris fin pour toujours et que mon rêve est devenu un cauchemar. Quand nous avons déménagé dans cet appartement, il a vraiment commencé à exercer la propriété du bien immobilier. Il a commencé à me reprocher constamment que l'appartement était le sien. Dans toutes les discussions, il me menaçait de me chasser. Il y a eu une fois où nous nous sommes disputés ivres et il ne m'a pas laissé entrer dans la maison à 4 heures du matin. J'ai dû appeler un ami pour qu'il m'aide car il disait que la maison était à lui et que je n'avais pas le droit d'être là. C'était comme si je n'étais même pas une locataire, car les locataires ont des droits. Je ne sais pas ce qu'il pensait que j'étais pour lui. C'était un point extrêmement sensible pour moi. Bien que je savais parfaitement que la propriété n'était pas la mienne, je disais toujours « c'est ma maison, je vis ici, j'ai ma routine ici, je prends soin de cette maison, je la garde propre, c'est ma maison ». Mais dans sa tête, non, parce que sa famille en était propriétaire. Je lui ai dit plusieurs fois « tu ressembles à cet enfant qui est propriétaire du ballon et quand il est en colère contre les autres enfants, il ramène le ballon chez lui parce qu'il est à lui. C'est le sentiment que tu me donnes. Tu prends ton ballon et tu me dis d'aller chercher mon chemin. » Après ces épisodes, il me demandait pardon. Mais avant de demander pardon, il me blâmait toujours. Il disait que c'était de ma faute, que je l'avais provoqué, que j'avais été lourde, que je l'avais poussé à bout. Il disait qu'il n'était pas comme ça, qu'il respectait les femmes, qu'il respectait sa partenaire. Il passait par la phase de me blâmer, puis venait la phase du pardon. Il me demandait pardon, disait qu'il ne le ferait plus jamais, qu'il s'était trompé. Et moi, dans ma naïveté, dans ma bêtise, je le pardonnais. Je pensais, il est immature,
Il va mûrir avec les responsabilités de la vie de couple. Mais il n'a pas mûri. Des épisodes ont continué à se produire où il me chassait de la maison, où il me rappelait que la maison était la sienne. Nous vivions ensemble depuis juin 2018. En 2019, nous avons décidé de formaliser notre relation en union libre avec séparation totale des biens. Sa famille avait des problèmes financiers et pour moi, il était très clair que je ne voulais rien d'économique de sa part et je n'étais pas non plus disposée à partager mes biens avec lui. Nous avons fait l'union libre avec séparation totale des biens en 2019. C'était une protection mutuelle, mais surtout la mienne. En 2022, une histoire a commencé dans l'entreprise de mon ex-mari concernant la possibilité qu'il soit envoyé en tant qu'expatrié hors du pays. Nous avons commencé à penser à notre vie, à consolider vraiment notre relation. Je lui ai dit, écoute, si nous allons vivre à l'étranger, si cette possibilité existe, nous sommes déjà ensemble depuis un certain temps. Convertissons notre union libre en mariage pour des raisons de documentation. Je pensais que nous allions aller au tribunal un jour, que nous convertirions notre union libre et que nous aurions simplement les documents de mariage. Au cas où l'opportunité se concrétiserait, nous partirions mariés à l'étranger. Mais non, il a préparé tout un spectacle. En août, nous sommes partis en voyage et il m'a demandé en mariage dans les montagnes des Alpes. Il s'est agenouillé, m'a demandé « Veux-tu m'épouser, princesse ?» Il m'a donné une bague. J'étais complètement émue, me sentant vraiment comme une princesse. Pour des raisons de date, car il travaillait certains jours en dehors de la ville, nous sommes allés au tribunal le 15 septembre. Ce fut le jour de mon mariage civil, lorsque nous avons converti l'union libre en mariage. Nous avons pris des photos, nous sommes allés prendre le petit déjeuner avec ma famille. Le 6 octobre, j'avais programmé le déjeuner de célébration de mon mariage avec mes proches. Ce jour-là, nous aurions un restaurant réservé pour nous avec des fleurs, une table décorée, des bonbons, un gâteau, un photographe, ma petite robe de mariée, tout ce que notre argent pouvait payer. J'organisais tout pour ce jour-là. Même si c'était petit, j'organisais chaque détail. Nous étions déjà mariés et vivions ensemble depuis longtemps. Alors je me sentais à l'aise et en sécurité dans ma relation. Jusqu'à ce que je décide de vérifier son téléphone personnel. Il avait 2 téléphones portables, un professionnel qu'il utilisait le plus et un personnel qu'il n'utilisait presque pas. Il n'avait qu'Instagram dessus, il n'utilisait pas WhatsApp. Un jour où il est parti travailler en dehors de la ville, je me suis réveillée le 4 octobre et j'ai vu son téléphone sur la 3e étagère de notre bureau alors qu'il le laissait toujours sur la 2e. J'ai pensé, comme c'est étrange, il semble qu'il ait déplacé le téléphone pour que je ne le voie pas. J'ai pris le téléphone pendant que je travaillais à la maison, je suis allée sur Instagram et j'ai ouvert une conversation avec une collègue de travail dont il m'avait toujours dit qu'elle était une amie. C'était une femme mariée depuis de nombreuses années, environ 12 ans de mariage. Elle avait des caractéristiques physiques dont il m'avait toujours dit qu'elle n'était pas son type et il insistait toujours beaucoup sur le fait qu'elle n'était qu'une amie. Il me parlait toujours de ce couple. Il me les avait présentés. J'ai commencé à lire la conversation entre eux et mon cœur s'est arrêté. Le niveau d'implication émotionnelle de sa part envers elle, et d'elle aussi, mais plus de sa part, était très profond. Les conversations que j'ai trouvées dataient d'août, début septembre. Le jour où nous nous sommes mariés, le 15 septembre, le 16 septembre, il lui a envoyé un message qui disait « Tu sais qu'avec toi, les choses sont si simples. Notre connexion est si simple, si légère, que cela me fait questionner toutes les autres. » Elle lui a répondu « Toi aussi, tu es comme ça pour moi. » J'ai trouvé d'autres conversations comme « Qu'est-ce qui est pire, être marié à quelqu'un que tu n'aimes pas ou aimer quelqu'un avec qui tu ne pourras jamais te marier? J'ai rêvé de toi toute la nuit et même en dormant, je n'ai pas eu de répit de toi. Tu es la plus belle femme du monde, belle et courageuse. Tu es ma personne préférée au monde. » J'ai commencé à lire tout cela et il semblait plus impliqué qu'elle, mais elle répondait à tout. Mon cœur s'est complètement arrêté. Jusqu'à ce moment-là, j'avais pensé que Dieu m'avait dit « Ton mariage est terminé ». Mais quand j'ai lu tout cela, Dieu m'a demandé « Ton mariage est-il déjà terminé ?» Et je lui ai répondu « Oui, Dieu, mon mariage est terminé. » Le niveau d'implication émotionnelle était beaucoup trop profond. C'était une trahison d'au moins 2 mois
où il dormait et se réveillait avec moi, tout en lui envoyant des messages, lui disant qu'elle était sa personne préférée, qu'il voulait être marié à elle, comme si j'étais une pierre sur le chemin des deux. J'ai pris des photos de tout pour ne pas être traitée de folle après. Si je n'avais pas de preuves, on me dirait après que j'avais tout inventé dans ma tête. J'ai pris les photos, je les lui ai envoyées par message et la grande dispute a commencé. Elle s'est terminée il y a quelques jours. J'ai commencé à lui demander ce que c'était que tout ça, car c'était absurde. Nous venions de nous marier, nous allions célébrer notre mariage cette semaine. Comment pouvait-il échanger des messages de ce niveau avec une personne dont il m'avait dit qu'elle était son amie? Il m'a dit que la seule chose qu'il voulait, c'était avoir avec moi ce qu'il avait avec elle, qu'avec elle, il n'y avait vraiment pas de pression, qu'avec elle, tout était léger. Je lui ai dit, idiot, bien sûr qu'avec elle, tout est léger. Tu ne te réveilles pas avec elle, tu ne dors pas avec elle, tu ne paies pas de factures avec elle. Bien sûr qu'avec elle, ce sera bien mieux qu'avec moi. Tu es avec elle depuis 2 ou 3 mois et avec moi depuis 4 ans. Je lui ai demandé, dans ton cœur, tu m'as déjà trahi, tu es déjà tombé amoureux d'une autre personne. Combien de fois t'es-tu lié sexuellement avec elle? Il m'a dit, je ne me suis pas lié sexuellement avec elle. Je n'ai jamais été physiquement avec elle. Nous n'échangions que des messages. Je lui ai demandé, et où cela allait-il mener? Qu'aurais-tu fait si tu t'étais impliqué avec elle? Il m'a dit, ah, j'aurais rompu avec toi. Je lui ai dit, quelle responsabilité affective as-tu? Tu me demandes en mariage, tu te maries avec moi, et en parallèle, tu es amoureux de quelqu'un d'autre. Si tu avais couché avec cette personne, tu aurais rompu avec moi. Je suis très importante dans ta vie, n'est-ce pas? Je lui ai dit, je ne te crois pas que tu ne l'as pas trahi physiquement, parce que vous travaillez ensemble en présentiel. Dis-moi la vérité si tu m'as trahi physiquement avec elle, parce que sinon je vais tout envoyer à son mari. Il a nié, disant qu'il ne s'était pas impliqué avec elle sexuellement ou physiquement. Alors j'ai tout envoyé à son mari via son téléphone portable. J'ai appelé le mari et lui ai dit, écoutez, j'ai trouvé des conversations ici de mon mari avec votre femme. Il me disait qu'ils étaient amis et je n'ai rien trouvé d'amical. Tirez vos propres conclusions. J'ai dit à mon ex-mari que j'allais le lui envoyer. En parallèle, j'ai écrit à elle. Je vais parler à ton mari parce que je préviens toujours quand je vais parler au mari des autres. Je parlais à tout le monde en même temps. J'étais possédée, bouleversée. Je suis allée à la salle de sport faire 1 heure de stepper pour me détendre parce que sinon j'allais tuer quelqu'un. J'allais tout casser. Je savais qu'il voulait que je fasse ça, que je casse tout, que je détruise ses affaires. Je savais que c'était ce qu'il voulait. Je suis allée à la salle de sport. Je suis revenue et il n'y avait plus de conversation. Ils avaient tout effacé. Alors je ne sais pas quelles ont été les conséquences. Je lui ai demandé, tu as effacé parce qu'il y avait plus de choses et tout le drame qui allait changer ma vie pour toujours a commencé. Dès le premier instant, il ne s'est jamais excusé. Il ne m'a pas demandé pardon. Il me disait seulement, n'implique pas un autre couple. N'implique pas un autre couple. Résolvons ça entre nous. N'implique pas un autre couple. Je lui ai dit, tu es très, très, très effronté et tu es un mauvais homme. Comment peux-tu être avec moi pendant 4 ans et ne pas me demander pardon pour ce que tu as fait? Tu es inquiet pour leur relation? Je lui ai dit, pourquoi vous deux n'avez-vous pas fonctionné? Raconte-moi cet amour adolescent que vous avez. Pourquoi ça ne marche pas? Il m'a dit, ah, parce qu'il y a toi et qu'il y a son mari. Je lui ai dit, tu es vraiment très lâche, parce que si j'aime quelqu'un et que cette personne m'aime aussi, je reste avec elle. Je me tiens ferme et je reste avec elle. Mais toi, tu n'es même pas capable parce que tu es un lâche. Tu fais tout ce cirque. Tu détruis la vie de plusieurs personnes parce que tu n'as pas le courage d'être honnête et sincère, de mettre fin à une relation et de vivre ta passion. Ce fut le chaos toute la journée. Moi, sans rien comprendre, disant à Dieu, mon Dieu, mon mariage est terminé. J'étais mariée depuis 20 jours. 20 jours. Ma célébration de mariage devait avoir lieu le vendredi. C'était un mercredi. Mon Dieu, quelle personne folle, sans cœur, sans compassion, sans empathie. Car s'il m'avait dit, écoute, je ne t'aime plus, je ne ressens plus d'attirance pour toi, je n'aime pas ton corps, je l'aime elle, pardonne-moi, je lui aurais dit, c'est bon, tu es pardonné. Mais non, il m'a trompé, il a fait tout ça
sans me demander pardon, sans avoir la moindre considération pour notre temps passé ensemble. Pour lui, rien n'avait d'importance. Il était resté complètement sans compassion. Il travaillait en dehors de la ville. Il m'a dit qu'il allait passer prendre des vêtements parce que je lui avais dit qu'il valait mieux qu'il aille chez ses parents, car notre mariage était terminé, que notre célébration n'aurait pas lieu le vendredi. Il a dit qu'il n'était pas d'accord, qu'il passerait à l'appartement pour qu'on parle. Je lui ai dit « Ça ne marchera pas si tu viens ici. Si tu viens ici, la police va venir. Je vais faire une valise. Je la laisserai chez tes parents parce que ça ne marchera pas qu'on se voit. Je ne te verrai plus jamais. » Nous avons commencé à parler des arrangements financiers car nous avions quelques questions économiques en suspens. Il m'a dit qu'il voulait le gâteau de mariage, qu'il voulait les bonbons de mariage, qu'il voulait que je lui rende la bague de fiançailles. Je lui ai dit « Écoute, je pense que tu n'es pas en position de demander quoi que ce soit. Tu as déjà une autre personne, alors laisse-moi avec le préjudice émotionnel et tu gardes le préjudice financier. Cela me semble équilibré. » Nous avons commencé à définir certaines choses financières. Il m'a dit que lorsqu'il me ferait le paiement intégral de ce qu'il me devait, je quitterais l'appartement. J'ai pris la voiture de ses parents qui était avec nous et je suis allée déposer ses affaires chez ses parents. Quand je suis arrivée sur le trottoir, j'ai vu mon ex-beau-père venir vers moi. Mon ex-beau-père a été surpris et m'a dit « Pourquoi es-tu ici ?» Je lui ai dit « Ah, Benoît a besoin de quelques affaires et je suis venue les lui apporter. » Il m'a dit « Mais tout va bien ?» Mon cœur battait complètement à l'envers. Moi, sans aucune condition. Je lui ai dit « Tout va bien, il a juste besoin de quelques affaires. Je suis venue déposer ses affaires et la voiture. Tu veux que je te ramène chez toi ?» Je lui ai dit « Non, mon VTC est déjà arrivé. Salut, salut !» Je suis montée dans le VTC et j'ai commencé à pleurer. Je me suis complètement effondrée. Tout s'était passé de 10h du matin à 8h du soir quand j'ai rendu la voiture. Lui, super tranquille, sans s'excuser, sans rien, pensant qu'il avait raison. Je parlais à ma mère ce jour-là, elle était perplexe. Tu sais, quand tu ne peux pas croire ce qui se passe. Je ne pouvais pas croire que cela m'arrivait à moi. J'ai demandé à Dieu, « Dieu, contrôle-moi parce que je vais faire une folie. Je vais achever ce type. » Mon impulsion quand j'ai pris la voiture était de la percuter contre un poteau parce que j'étais incontrôlable, désorientée. Je voulais détruire quelque chose parce que je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait et comment on me traitait. Je m'étais consacrée pendant 4 ans à une personne. Je n'ai pas été la meilleure femme. Je ne suis pas parfaite, mais je me suis beaucoup dévouée. J'ai été la meilleure épouse que j'ai pu être pour lui et cela ne lui a tout simplement pas importé. Il m'a dit « C'est fini, c'est comme ça. Point, c'est fini. » J'étais perplexe. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Quand je suis montée dans le VTC et que j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à appeler les gens. J'ai appelé ma mère. « Maman, il n'y aura plus de mariage. Benoît est amoureux d'une autre personne. » Parce que quand j'étais dans la voiture pour aller déposer la voiture de ses parents chez ses parents, nous parlions au téléphone et je lui ai dit « Depuis quand es-tu amoureux d'elle? Dis-moi. » Il m'a dit « Je ne saurais te dire. » Je lui ai dit « Mon Dieu, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Comment est-ce qu'une personne peut être mariée avec toi? T'avoir demandé en mariage, aller se marier, célébrer le mariage dans 3 jours et être amoureuse d'une autre? Quelle personne folle est-ce? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Il m'a laissé traverser tout ça. Les messages que j'ai trouvés montraient qu'il était déjà amoureux d'elle quand il m'a demandé en mariage. Ça n'avait aucun sens qu'il traverse tout ça avec moi alors qu'il était amoureux d'elle. Je l'ai maudit malheureusement de tous les noms possibles. Je lui ai dit qu'il était un lâche, un peureux. C'est là que je lui ai dit « Ce type est complètement fou. C'est une personne sans conscience, une personne de mauvais caractère. Il n'y a aucune condition pour que nous ayons une quelconque conversation. » Je suis entrée dans le VTC, j'ai beaucoup pleuré, j'ai appelé ma mère. Ma mère sans rien comprendre. J'ai appelé ma tante de Lyon, mes oncles. Tous m'ont dit « On arrive chez toi » parce que je ne pouvais pas bien parler, je pleurais beaucoup. Je leur ai envoyé les conversations pour qu'ils comprennent. Mais les conversations étaient toutes en anglais, alors les gens ne comprenaient pas grand-chose à ce qui se passait. Je suis arrivée chez moi, ma mère est arrivée après, mes oncles sont arrivés.
Mon oncle est une personne très spirituelle et religieuse. Quand mon oncle est arrivé chez moi, il m'a dit « On va tout arranger. On va ranger toutes tes affaires parce qu'il ne t'aime pas. » Je lui ai dit « N'est-ce pas assez clair qu'il ne m'aime pas, mais j'allais me marier et je me séparais. » Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé à mon oncle s'il lui avait parlé et s'il avait dit à mon oncle qu'il ne m'aimait plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que mon oncle arrive et dise ça, car mon oncle ne dirait jamais ça sans raison. C'est une personne religieuse, évangélique. Il m'aurait dit d'insister beaucoup sur ce mariage. Je ne sais pas ce que mon ex-mari lui a dit, mais ce fut déterminant pour que mon oncle arrive et dise « Écoute, on va tout prendre et on s'en va. » C'était un mercredi soir. Je n'ai pas dormi. Mes oncles sont retournés à Lyon. Ma mère est restée avec moi. Nous n'avons pas dormi de toute la nuit, juste à pleurer. Ma mère furieuse d'un côté, moi furieuse de l'autre, pleurant énormément. Nous avons commencé à ranger les choses le jeudi matin. Je me disais, mon Dieu, j'allais me marier demain. Comment se fait-il que je fasse mon déménagement? Quelle personne si complètement instable, complètement insensée? Parce que c'est une personne que je ne sais même pas dire ce qu'elle est. Nous avons tout rangé. Mon oncle est revenu pour nous aider à faire tout le déménagement. J'ai sorti de l'appartement tout ce qui était à moi, d'une tasse à tout le reste. Mon oncle s'est occupé des négociations d'argent pour quitter l'appartement car nous n'étions pas en état. Mon oncle a arrangé certaines choses avec lui. Le vendredi, nous sommes partis de l'appartement, moi avec ma mère, avec ma famille. Avant de quitter l'appartement, le jeudi, j'ai commencé à annuler les choses avec les gens, avec les prestataires de la célébration. J'ai commencé à parler aux gens du restaurant. Écoutez, il n'y aura plus de mariage. J'ai découvert une trahison et l'événement est annulé. Idem avec le photographe et tout. Celui du gâteau et des bonbons, je n'ai pas pu annuler parce que c'était déjà prêt. Le vendredi, le pâtissier devait livrer au restaurant où nous allions nous marier. Je lui ai dit de le livrer à l'appartement où j'étais. Il livre le gâteau, il va le livrer. Quand il livre le gâteau était magnifique. Et le pâtissier qui l'a fait est venu le livrer avec tant d'amour, avec tant d'affection, que je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas qu'il n'y a pas eu de mariage. Mon frère m'aide à prendre le gâteau et j'arrive à l'appartement où je vivais. Là, j'ai failli mourir à nouveau. Je me mets à pleurer beaucoup parce que j'étais censée me marier et je me séparais. Le pâtissier, tout fier de son travail, et moi, ne sachant pas comment gérer cette situation. Je me mets à pleurer beaucoup. Je dis à ma mère, « Maman, je vais mourir parce que je vais mourir. J'ai été mariée 20 jours. Je serai divorcée de 20 jours. C'est très triste. Je pleure beaucoup. J'ai une très mauvaise crise d'anxiété. » Mon oncle lui dit, « Écoute, parce qu'il voulait quelque chose. Mon ex-mari voulait des photos de l'appartement. Il a dit qu'il ne ferait le dernier paiement qu'après les photos de l'appartement parce qu'il avait peur que j'ai tout détruit. Je lui ai dit, « Oh les gens, quelle personne mesquine. La personne ne se soucie pas vraiment de toi. Elle ne se soucie que des biens matériels. » Je lui ai dit, « Dieu, merci, parce que ce jour-là, je n'ai rien détruit. Tout est resté intact. » J'ai pris les photos pour lui, je les lui ai envoyées. Il a fait le dernier paiement de nos questions financières. Nous sommes partis de l'appartement. Mon frère est allé avec un gâteau chez ma mère. Mes oncles sont partis avec mes affaires à la campagne où ils vivent. Et moi, je suis allée résoudre quelques questions pour couper notre lien, les factures Internet, tout. Je lui ai dit, je n'aurai plus aucun lien avec cet ex-mari parce que je ne veux plus rien avoir avec lui. Depuis, il est bloqué. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à la signature du divorce. J'ai des récits de personnes proches qui disent qu'il dit que je suis devenue folle, que je me suis séparée parce que je suis devenue folle. Il ne dit pas aux gens ce qui s'est passé. Après quelques vidéos TikTok, il a commencé à dire aux gens que je le trahissais aussi, ce qui est un immense mensonge. Je n'exposerai pas mon histoire sur TikTok si je l'avais trahi. D'une certaine manière, il me diffame aussi maintenant parce que je raconte la vérité. Je raconte ce qui s'est passé et il me diffame auprès des gens. C'est pourquoi je ressens aussi le besoin de raconter l'histoire. Bien sûr, il doit avoir ses raisons, mais je ne trahirai jamais un de mes maris. Ce n'est pas parce que c'était lui. Je ne trahirai jamais personne qui serait marié avec moi parce que je crois beaucoup. J'ai beaucoup lutté pour avoir une famille et il a simplement renoncé à notre famille pour une passion
qui était un amour impossible qu'il voulait vivre. Maintenant, il est libre de le vivre. Selon les récits des gens, mon ex-mari racontait beaucoup de choses sur ce couple, sur cette femme avec qui il s'était impliqué. La relation d'elle n'allait pas si bien non plus, alors ils ont commencé à se confier l'un à l'autre. L'ex-mari d'elle, selon ses récits, était en dépression parce qu'une personne de sa famille s'était suicidée. Ce que j'ai de sources pas très fiables, c'est qu'ils se sont bloqués sur Instagram, mon ex-mari et elle, qu'ils ne peuvent pas converser sur Instagram. Mais ils conversent tous les jours parce qu'ils travaillent ensemble et se voient tous les jours parce qu'ils travaillent aussi ensemble en présentiel certains jours de la semaine. Je crois qu'elle est toujours avec son mari. S'ils ont quelque chose, je ne crois pas que ça continue parce qu'ils se voient presque tous les jours. Son mari ne m'a pas répondu. Je lui ai demandé de le suivre sur Instagram et il m'a bloqué. Mon ex-mari est plus âgé que moi. Il a 12 ans de plus que moi. Son cercle d'amis était composé de personnes que je considérais, à mon avis, qui n'est pas nécessairement le bon, immature, des fils à papa. Ce n'étaient pas des gens qui travaillaient beaucoup, qui suaient beaucoup pour avoir les choses. J'ai toujours été de l'équipe qui pensait qu'il fallait travailler dur pour avoir les choses. Mon ex-mari, en raison de la situation financière de sa famille, a toujours eu tout servi sur un plateau d'argent. Je comprenais qu'il ne connaissait pas la valeur des choses parce qu'il n'avait pas à travailler, à supporter les gens. Il travaillait, mais il n'avait pas à lutter pour avoir certains luxes, comme je ne considérais pas ses amis comme des personnes battantes, cohérentes, vraies, des personnes qui reçoivent des coups qui forgent notre caractère. Je me disais, laisse-moi rester ici à le conseiller parce que ces autres personnes ne le conseilleront pas correctement. La famille de lui avait plusieurs problèmes. Il est fils unique. Mon ex-belle-mère a aussi quelques instabilités. Je disais, je ne vais pas non plus le laisser se conseiller avec sa famille, car elle n'a pas non plus beaucoup de bonnes choses. Son emploi, qui fut le grand facteur de division dans notre relation, était aussi peuplé de personnes comme ça. Je crois que ma grande erreur dans ma relation a été de vouloir vraiment tout contrôler, de vouloir tout diriger et de penser qu'il serait ce que je voulais qu'il soit. Parce que je voulais qu'il soit un homme sage, un homme aux poignets fermes, un homme qui serait un exemple pour les autres. Il a même été cet homme, sauf qu'il n'a pas pu le maintenir. Je ne dis pas qu'il est un homme terrible, d'ailleurs. Je ne sais pas dire s'il est un homme terrible ou un bon homme, mais ce que j'attendais de lui, il ne l'a jamais livré. Je crois que c'était une grande erreur aussi de ma part. C'était assez fou, parce qu'au quotidien, quand nous n'étions que lui et moi, il me traitait super bien. Si une tierce personne arrivait, toute l'attention qu'il me portait passait à cette tierce personne. C'était comme si je gênais sa relation avec une autre personne. Par exemple, si j'étais là, lui et ma mère, il m'excluait un peu et traitait très bien ma mère. Si j'étais là, lui et un de ses amis, alors je ne sais pas. J'ai même beaucoup réfléchi à cela. Si c'était une insécurité de sa part d'être aimé par l'autre personne pour qu'il soit exalté par l'autre personne, ou s'il était un peu fou. Au quotidien, il me traitait bien, il me faisait beaucoup de cadeaux, toujours. À tel point que je me souviens une fois, avant que je ne découvre la trahison que j'ai découverte un mardi, un mercredi, le dimanche, nous sommes allés à un marché aux puces dans un quartier de Paris, et c'était bondé. Il m'a dit « Tiens, ce cadeau est pour toi ». Il disait toujours « Tiens, ce cadeau est pour toi ». Mais après, il rentrait à la maison et me le reprochait. Il me faisait beaucoup de cadeaux, mais passait des jours et des jours à me reprocher de m'avoir donné telle chose. Alors ce n'était pas un cadeau sincère. J'ai commencé à percevoir cela, et je lui ai dit ce dimanche-là et d'autres fois « Non, je ne veux pas ». Parce que je savais qu'après il allait me dire « Je t'ai fait un cadeau et tu fais telle chose » ou « Je n'ai plus d'argent parce que je t'ai fait un cadeau ». Je lui ai dit « Sérieusement, je ne veux pas de cadeau car si le cadeau vient avec tout ça, je préfère ne pas l'avoir ». C'était un peu étrange. À tel point qu'un jour, je lui ai dit devant ses parents « Je crois qu'à la maison tu es un chaton, mais dans la rue tu es un lion. Je ne peux pas te comprendre parce qu'avec tes parents, tu me traites très mal. Je ne sais pas pourquoi, mais avec ses parents, il me traitait très mal. Comme s'il m'ignorait, comme « je n'ai pas besoin de toi » ou je ne sais pas s'il était jaloux de ma relation avec ses parents.
Je ne sais pas parce qu'ils n'étaient pas des personnes très affectueuses, mais ils me traitaient très mal avec ses parents. J'ai rencontré mon ex-mari quand il a fait une excellente faculté à Paris. Il parlait d'autres langues et gagnait la moitié de ce que je gagnais. Ayant une bonne faculté, parlant bien anglais, et cela l'a toujours beaucoup dérangé, à tel point qu'il a quitté cet emploi et est allé à l'emploi où il a rencontré son amante. Pendant toute notre relation, il a toujours été en compétition avec moi, que ce soit pour des questions matérielles, de salaire, de meilleur salaire, d'emploi, ces choses, ou d'affection. Je ne sais pas si c'était de la jalousie, je ne sais pas l'expliquer, mais il y avait une compétition avec une certaine jalousie, mais pas une jalousie amoureuse et sexuelle, une jalousie étrange. J'ai encore besoin de comprendre comment c'est, je ne saurais dire. Quand j'allais déposer la voiture chez ses parents, il me dit « Laisse ma valise, laisse la clé de la voiture et la valise à ma mère. » Moi, très furieuse, je lui ai dit « Je vais les laisser au milieu de la rue. » À ce moment-là, je crois qu'il dit à sa mère ce qui s'est passé, parce que j'arrive à la maison après avoir prévenu les gens dans le VTC que j'avais découvert cette trahison. Et mon ex-belle-mère ne me suit plus sur Instagram. Elle cesse de me suivre à ce moment-là. Ce n'est pas une personne qui aurait ce discernement de dire « Écoute, excuse-moi. » Elle a toujours été une femme qui a toujours beaucoup couvert mon ex-mari. Peu importe ce qu'il faisait, elle serait là avec lui. C'était un mercredi. Le vendredi, j'ai bloqué tous ses amis, tous les membres de sa famille. Je les ai retirés de tous mes réseaux sociaux. À aucun moment, ils ne m'ont appelé, ne m'ont dit « Écoute, excuse-moi. » Rien, 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 rien. Ni ses amis, personne. Je rêve. Mais parfois je parlais même à Dieu ces jours-ci, parce que je parlais à une personne, et elle m'a raconté l'histoire de sa vie. Je lui ai dit, « Dieu, comment vais-je me remarier? Il est très improbable que je me marie à nouveau, et que j'ai une famille maintenant. » Dieu m'a dit, « C'était plus improbable avant que maintenant. Tu peux rester tranquille. » Je lui ai dit, « Alors c'est bon, parce que avant, c'était juste une opportunité que j'avais. » Dieu m'a dit, « Cette opportunité a mal tourné. Maintenant, tu as plusieurs opportunités. » Je lui ai dit, « Alors c'est bon, Dieu. » Mais parfois, je reste un peu incrédule. Mais ce sont des doutes en général. Je crois que oui, je vais me remarier. Je crois qu'à certains moments, oui. Mais ce n'était pas l'amour que je voulais. Ce n'était pas l'amour que j'avais en tête et que je méritais, parce que je faisais tout pour que nous vivions bien. Il faisait ceci et pensait que c'était le summum. Et je devais me contenter de ceci qu'il avait fait. C'était très difficile. Je ne sais pas si je me sentais aimée, parce que souvent je ne me sentais pas vue. Par exemple, il y avait une autre question. Il se réunissait toujours avec ses amis pour se moquer un peu de moi, par exemple, de mon anglais, de comment je parlais anglais, de comment je comprenais l'anglais. Il a toujours voulu s'affirmer, être dans une position sociale supérieure à la mienne. Autre question aussi. Il se positionnait toujours en termes de goût musical. La famille de lui est d'une mouvance de musique classique et il disait que mon goût musical était celui de personnes inférieures, de personnes basses, de personnes qui... Il m'a toujours placé dans cette position d'infériorité. Je ne sais pas si je me sentais aimée, mais je ne me sentais pas vue. Je pensais que oui. Quand j'ai tout découvert, j'ai senti dans mon cœur qu'il était mort. Je ne sais pas si je l'aimais vraiment, si je devrais aujourd'hui penser à lui, mais depuis le 4 octobre, le jour où j'ai découvert la trahison, il est mort pour moi. Il ne me manque pas. Son contact ne me manque pas. Rien de physique. Alors je ne sais pas si je l'ai aimé, parce que je crois que si je l'avais aimé, même s'il m'avait beaucoup blessé, je me souviendrais de certaines choses. Je crois que d'une certaine manière, j'ai aussi idéalisé un mari, et j'ai mis cela sur ses épaules. Et j'ai toujours su qu'il serait incapable d'atteindre cela. Je crois que c'était une grande erreur de ma part aussi. 2 mois se sont écoulés. C'était le 4 octobre, un peu plus de 2 mois. Il y a des jours avec et des jours sans. Je crois que le deuil est une marée. Parfois je suis dans un tsunami où je souffre beaucoup, où je pleure beaucoup. Hier, par exemple, je suis allée à un événement où j'ai vu plusieurs personnes mariées, plusieurs personnes avec des enfants. Je ne sais pas si elles sont heureuses, mais cela m'a donné une tristesse. Non pas de l'envie, mais une tristesse. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Certains jours,
je pleure beaucoup. Et d'autres jours, je suis dans la petite vague de la mer. Alors tout va bien. Dieu a un plan pour ma vie, mais c'est quelque chose de très instable. Il y a des moments dans la journée où je vais très bien et des moments dans la journée où je vais très mal. J'ai dit à Dieu que je ne voulais plus souffrir pour ça, parce que construire une vie aux côtés d'une personne traîtresse n'a rien de bon. Mais le rêve de la famille, perdre ça est très douloureux. Je voulais tellement avoir une famille. Je voulais tellement faire un Noël chez moi. Tout cela m'a été enlevé. Je crois que je souffre beaucoup plus pour ça que pour la personne qui était à mes côtés. Parce que la personne qui était à mes côtés, Dieu m'a montré qui elle était. Ce n'était pas une personne qui avait les mêmes principes que moi, mais le rêve qui est parti. C'est pour ça que je souffre beaucoup. Je ne voulais pas que les gens souffrent comme j'ai souffert, parce que c'est très triste de vivre ça. Le conseil que je veux vous donner est, voyez tout, ne maquillez pas les choses, ne pensez pas que c'est une chose quand c'en est une autre. Voyez les attitudes de manière froide et calculatrice. Ne pensez pas qu'il a voulu dire telle chose ou qu'il a pensé faire telle chose. Il a fait ce qu'il a fait et a dit ce qu'il a dit. Il est cette personne. Si vous êtes prête à affronter cela, préparez-vous car ce sera difficile. Avoir un mauvais mariage est très difficile et avoir un bon mariage est aussi difficile. Se lier est difficile. Aujourd'hui, dans mon prochain mariage, par exemple, je veux voir ce qu'est la personne, pas ce que je crois, ce que j'ai idéalisé, ce que nous pouvons être ensemble. Je veux voir le présent, ici, comment il me traite, comment il est avec sa famille, comment il est, qui il aide. Je veux savoir aujourd'hui, pas ce qu'il pourrait être plus tard. Ne pas idéaliser. Je crois que c'est une erreur de beaucoup de femmes. Nous idéalisons une famille parce que nous grandissons en voulant jouer à la dinette et nous voulons jouer à la dinette pour de vrai. Mais nous devons avoir un homme qui veut aussi, non pas jouer à la dinette, mais avoir une famille. J'ai construit un château de sable et un vent est passé et a tout emporté. Aujourd'hui, je veux construire une maison avec une fondation solide, avec un homme fort, avec des principes comme les miens. Mais pour cela, nous devons être très attentives, car il donne des signes. Je savais qui était mon ex-mari. Je ne savais pas qu'il était capable de me trahir sexuellement, amoureusement, et il l'a été. Un autre conseil aussi, ne sous-estimez pas la méchanceté d'un homme, car il est capable de vous faire des choses terribles. Ne permettez à personne de vous faire sentir moins que ce que vous valez. Ne permettez à personne de vous mettre dans une position d'infériorité. Si quelqu'un ne vous valorise pas, ne vous respecte pas, ne vous voit pas, cette personne ne mérite pas d'être dans votre vie. La vie est trop courte pour la vivre avec des personnes qui ne nous apportent rien, qui ne nous édifient pas, qui ne nous font pas grandir. Nous méritons d'être aimés, respectés, valorisés. Nous méritons une famille construite sur des bases solides d'amour, de respect et d'honnêteté. N'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas peur d'être seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Dieu a des plans parfaits pour nos vies et parfois, il doit enlever le mal pour nous donner le bien. Faites confiance au processus. Faites confiance que tout ce qui se passe a un but. La douleur d'aujourd'hui se transformera en sagesse demain. Les larmes d'aujourd'hui arroseront les bénédictions de demain. Et rappelez-vous, vous êtes suffisante. Avec ou sans partenaire, avec ou sans famille, vous avez de la valeur par vous-même. Votre valeur ne dépend de personne d'autre que de vous-même. Si cette histoire t'a impacté autant qu'elle m'a impacté en la vivant, aide-nous à toucher plus de femmes en partageant cette vidéo. Chaque partage peut sauver une femme de vivre ce que j'ai vécu. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, car nous avons d'autres histoires que tu dois entendre. Des histoires qui t'ouvriront les yeux, qui te rendront plus forte, qui t'apprendront à t'estimer